Quand les grèves commencent, c'est du n'importe quoi. Mais est-ce qu'on devait supprimer ou on devrait... On devait non, le droit de grève n'a pas été supprimé. Non, c'est qu'on l'a recadré. Voilà, recadré, mais pas supprimé. C'est vrai que sans depuis que ça a été recadré, personne ne l'a utilisé. Mais quand ils veulent marcher même le week-end, on a vu quand même des... Ben oui, c'est pourquoi ça a été étouffé. Les syndicalistes arrêtés, vous vous rappelez la marche qui devait quitter l'Étoile Rouge pour la Bourse du Travail qui a été... Vous savez, en fait, ils le font parce qu'ils veulent donner une certaine image du Bénin à l'extérieur. Le 6 avril 2016, Patrice Talon prenait les rênes de l'État béninois avec une promesse claire. Transformer en profondeur l'État béninois, mettre fin à l'improvisation et instaurer une nouvelle gouvernance. Il aurait d'ailleurs été l'un des rares présidents de la République à avoir exécuté la plupart des choses qu'il a dites pendant les campagnes. Patrice Talon a-t-il réellement respecté ses engagements? 9 ans après, nous faisons le bilan. Et dans ce studio, j'ai avec moi Moïse Soudé. Moïse, bonjour. Bonjour à vous, Valentin Atiboutia. Bonjour à Landry. Bonjour Landry Ouetton. Bonjour Valentin. Bonjour Alphonse Moïse Soudé. Je complète pour faire beaucoup plus large dans la présentation. Chers amis téléspectateurs, nous sommes déjà au rendez-vous pour décrypter les 9 ans de la gouvernance du président Patrice Talon. Voilà, décryptage des 9 ans de la gouvernance Patrice Talon. On se rappelle qu'à l'entame, l'un des secteurs clés sur lesquels Patrice Talon a mis de l'accent, c'est la réforme, n'est-ce pas, de l'administration publique. Sur la question, Moïse Soudé. Écoutez, je voudrais d'abord d'entrée de dire à tous les Béninois que Patrice Talon n'est pas un demi-dieu. C'est un homme comme tout le monde. Et en tant que président de la République, il ne peut pas écrire l'histoire du Bénin, mais il écrira sa page de l'histoire du Bénin. Il ne faudrait pas qu'on mette le chef de l'État à un niveau supérieur. Il n'est pas un demi-dieu, et il est un homme. Il peut commettre des erreurs. Donc je dis, Patrice Talon a pris des engagements quand il prêtait serment à Porto Novo le 6 avril 2016 pour dire qu'il va travailler pour le Bénin. Et je dis, sans être de mauvaise foi, tous les Béninois ont constaté que de 2016 à 2025, le Bénin a évolué sur plusieurs plans. Le Bénin a évolué, donc il serait mauvais, méchant de dire que Patrice Talon n'a pas travaillé. Il a travaillé, il a fait ce qu'il devait faire. Maintenant, vous me demandez quoi? On a commencé par la réforme de l'administration. Oui, d'abord, ce que je remercie, ce que j'apprécie, vous savez, aujourd'hui, avec l'éthique de votre maison, vous pouvez obtenir beaucoup de papiers. C'est-à-dire qu'entre-temps, vous allez à la mairie pour avoir votre acte de naissance, c'est compliqué. Aujourd'hui, de la maison, avec votre RAVIP, vous pouvez avoir votre acte de naissance, vous pouvez avoir votre NPI et vous pouvez lancer votre carte d'identité. Donc, à ce niveau-là, on a allégé la tâche aux Béninois. On n'a plus besoin d'aller faire tout le rang parce que chaque fois, il faut photocopier l'acte de naissance, il faut le légaliser. Aujourd'hui, avec le code QR, vous n'avez plus besoin de le faire. Donc, à ce niveau-là, il y a une réforme profonde. Ça, il faut le reconnaître. Ça permet aussi, même à ceux qui sont à l'extérieur, quand ils ont envie d'avoir des pièces, d'aller sur le site de e-service.bj pour obtenir ce dont ils ont besoin. Donc, il y a quand même une certaine célérité dans l'obtention des pièces. Quand vous voulez fournir des dossiers, vous n'avez plus besoin de faire de longues files. Qui vous souviennent que nous allions faire de longues files, que ce soit au tribunal, que ce soit dans les mairies, pour obtenir les papiers. Donc, sous le régime Patrice Talon, on a mis l'accent sur l'éthique. On a développé, on a mis le Bénin sur l'orbite des nouvelles technologies. Et ça, il faut le saluer. C'est vrai que par endroit, il y a des ratés. Mais l'essentiel est que quelqu'un a commencé. Donc, il reviendra au successeur de Patrice Talon de capitaliser toutes les expériences qu'on a connues sur Patrice Talon. Donc, je dis, à ce niveau-là, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, vous allez voir qu'on peut faire des réunions en ligne, via WhatsApp ou via Zoom. Donc, il n'y a que les Béninois ont compris que pour gagner du temps, il faut se mettre à la pointe de la technologie nouvelle. Covid-19 est dedans aussi. Oui, Covid-19 est dedans, c'est-à-dire que le télétravail a connu une avancée dans notre pays. Donc, je dis, à ce niveau-là, moi, je dis, un grand pas a été fait. Et ce grand pas-là, il faut le consolider.
Landry Weton, la réforme de l'administration publique, oui, la suppression des grèves et tout le reste, aujourd'hui, l'administration marche. Oui, je voudrais m'inscrire dans la même veine que mon débatteur, mon co-débatteur, Alphonse Moïse Soudé, pour dire nous n'allons pas être des démagogues sur ce plateau. Nous n'allons pas dire que Patrice Talon n'a rien fait. C'est vrai, c'est au-delà d'être le président de la République, c'est encore un être humain qui a ses potentialités, qui a ses forces et ses faiblesses, et qui a aspiré, quoi qu'on dise, au développement de ce pays. Et donc, il a fait. Il a joué sa partition. Nous sommes en train de faire la descente déjà, parce que si nous nous accrochons à ce que la Constitution nous révèle tous les jours, jusqu'à ce que peut-être nous n'ayons une autre Constitution, aucune personne ne pourra faire de mandat de sa vie, on nous a dit. Et donc, on suppose que le chef de l'État est en train de finir son second et dernier mandat et qu'avant de partir, on fera le bilan à la fin. Mais déjà, à 1 an de la descente, nous, en tant qu'analystes politiques, nous, en tant qu'objecteurs de conscience, nous avons le devoir de faire aussi le bilan avec lui et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, quelles ont été les forces et les faiblesses de ce système de la rupture. Quoi qu'on dise, tout n'a pas été rose, il faut oser le dire, mais tout n'a pas été mauvais non plus. Et donc, lorsque nous nous attaquons au secteur de l'administration, les réformes, oui, je souscris à tout ce que Alphonse Moïse Soudé a dit, juste que je vais mettre un bémol pour dire, si aujourd'hui c'est facile d'avoir ce type d'actes, ce type de documents via le net, il faut quand même comprendre que cela ne pourrait pas être autrement, on ne pourrait pas le faire autrement parce que vous n'allez pas comparer, excusez-moi de le faire, et la gouvernance de Talon à l'aide du numérique et la gouvernance du président Arouma Degbe ou du président Hubert Maga. Non, donc c'est tout à fait normal. Aucun pays aspirant au développement ne peut vivre en autarcie, ne peut vivre en dehors de ces systèmes de gouvernance-là. Et donc, c'est normal. Maintenant, est-ce que nous avions été au-delà de ce qui est plausible? Est-ce que dans la sous-région, nous avions un système aujourd'hui d'informatique, un système numérique qui est au-dessus? Je pourrais dire à peu près par rapport à d'autres pays, oui, nous avions avancé parce qu'aujourd'hui, nous avions la fibre optique qui est dans notre pays, qui permet aujourd'hui de faire beaucoup de choses. Et donc, par rapport à la gestion de l'administration, le cabinet, par exemple, peut être à Cotonou et la direction technique peut se retrouver à Calavi ou à Porto-Novo. Il ne devrait pas avoir de problème avec la fluidité de la fibre optique. On peut faire beaucoup de choses. Donc, à ce niveau, je dirais, je décernerai un satisfait à ce gouvernement pour l'avoir fait, pour avoir aspiré à cela, même si encore que là, il y a des choses à redire. Le secteur qui, moi, m'a peut-être un peu mis mal à l'aise, j'y arrive, au niveau de ces réformes, c'est le système du passeport. C'est le système de l'établissement du passeport, c'est le système de renouvellement du passeport. Excusez-moi, c'est un parcours de combattant. C'est encore un parcours de combattant aujourd'hui au Bénin. Et surtout pour ceux qui sont à l'extérieur. Vous imaginez, lorsque vous êtes aux États-Unis, par exemple, que vous devrez renouveler votre passeport, je crois, et selon ce que j'ai reçu, parce que moi je ne vis pas aux États-Unis, les retours qui m'ont été faits ne sont pas à vraiment auréoler ces réformes-là, parce qu'il faut descendre au Bénin pour venir renouveler ton passeport avant de repartir. Lorsqu'on sait à peu près combien ça coûte un billet d'avion aller-retour ici, lorsque vous êtes à Michigan ou à Mississippi ou je ne sais pas, au Minnesota, ce n'est pas facile. On a une représentation diplomatique. Une représentation diplomatique, mais c'est beaucoup plus, ça met plus de temps à être réalisé. Si je ne me trompe, peut-être que Alphonse Moïse Soudé me relèvera si ce n'est pas le cas, parce que lui, il est toujours entre deux avions de façon extraordinaire, il en sait quelque chose certainement. Il me dira, je ne sais pas si les gens nous ont rapporté des choses qui ne sont pas vraies, parce que moi je ne vis pas aux États-Unis. Ils m'ont dit, je suis revenu au pays parce qu'en venant au pays, c'est beaucoup plus rapide pour moi par rapport au temps que je mets à établir, à renouveler mon passeport lorsque je suis aux États-Unis. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Je crois que si une personne, deux personnes, trois personnes disent la même chose, il doit avoir une véracité. Mais je crois que déjà, ici, lorsque nous-mêmes,
déjà là, nous voulons nous faire établir un passeport, ou nous voulons renouveler notre passeport, je crois que c'est le parcours de combattant. Personne ici ne me dira le contraire, ne me parlera, ne me dira pas que c'est aussi fluide que ça. Donc je crois que c'est un aspect. C'est vrai que les rendez-vous sont assez longs. C'est très long, on vous met dans 6 mois pour d'abord un premier rendez-vous, et puis c'est vrai qu'au niveau des paperasses, ce n'est pas aussi éreintant, mais dans la procédure, je crois qu'on pourra réfléchir. Il y a trop de sollicitations. Il y a trop de sollicitations. Vous savez combien, excusez-moi, vous savez combien de gens peuvent demander un acte de naissance en une seule journée? Pourquoi c'est aussi fluide à ce niveau? Et pourquoi au niveau du passeport, ça ne pourrait pas l'être? Je crois qu'on a peut-être écouté la réflexion à ce niveau. On a peut-être écouté que ceux qui vivent aux frais de la princesse, ceux qui émargent au budget de l'État et qui doivent réfléchir à trouver des solutions, puissent le faire pour que nous puissions revenir, dire, peut-être à la fin des deux quinquennats, dire, oui, nous avions dit il y a 1 an, cela a été fait. Et je crois que c'est un pic que je lance pour que les gens, parce qu'autant que nous sommes tous ici sur ce plateau, nous sommes sujets à cela. Un renouvellement, un établissement, ce n'est pas facile pour nous. Alors que le passeport n'est pas un luxe aujourd'hui lorsqu'on sait. Et il faut reconnaître, parce que l'autre point positif, c'est que notre passeport est devenu biométrique. Et c'est un passeport qui est adulte, qui est coté, qui a de la valeur. Pour ceux qui ont ce passeport biométrique, ils disent, mais lorsqu'ils descendent à n'importe quel aéroport, qu'on prend le passeport, on dit, ah oui, ça c'est un passeport. Je crois qu'aujourd'hui, on a cerné l'établissement de ce passeport pour ne plus permettre à ce que les virus, excusez-moi du peu de le dire comme ça, ceux qui ne devraient pas l'avoir, puissent infiltrer le système. C'est vrai, on a mis les garde-fous, mais je crois que par rapport à la procédure, on pourra faire autre chose. Donc ce n'est qu'un point parmi tant d'autres, même si je souscris à ce qui a été fait. Lorsqu'on met tout cela dans la balance, il faut reconnaître que l'administration se gère aujourd'hui mieux qu'hier. Il y a moins de pots de vin, moins de corruption, même si d'aucuns diront que... les avantages de la dématérialisation. De la dématérialisation, parce que là, lorsque par exemple au niveau de la douane, au niveau d'un certain... Cela, vous ne déposez plus l'argent directement, vous ne faites plus ceci, il faut aller déposer au trésor, il faut faire ceci. Je crois que sur la question, ça n'a pas manqué d'intelligence, mais... Comme le dirait l'autre, Alphonse Moïse Soudé, le professeur sur ce plateau, vous dira on peut mieux faire. Oui, je voudrais, vous savez, moi j'ai du plaisir à dire que je fais partie des premiers à avoir obtenu le passeport biométrique. Oui. Je suis d'accord qu'on demande aux gens de descendre. Vous savez, aujourd'hui à la sécurité sociale, il faut faire l'appointement physique. C'est-à-dire que si tu es retraité, encore vivant, et tu te présentes. Entre-temps, les morts émergent toujours. Entre-temps, les morts émergent. Maintenant, tu descends, tu te présentes, on fait un contrôle physique. Donc, on a fermé les poches de corruption, les poches de détournement. J'ai dit, les gens obtenaient leur passeport de façon frauduleuse. Mais non, mais... Et je vais vous dire, vous savez, moi, quand j'ai voulu établir ma pièce d'identité une fois, celle qui m'a reçu m'a pris pour un hibou. Et il disait gentiment... Encore qu'elle n'a peut-être pas menti. Hein? Elle disait gentiment, ça va dire que... Bon, elle disait en fond que celui-là. Et je lui ai dit non. J'ai répondu en fond, quoi. Je ne suis pas hibou. C'est vrai que je suis clair, mais je suis de pont. Je suis d'Agara. Donc, il y a que... Quand on demande aux gens de descendre, c'est pour être sûr que... Depuis les États-Unis, on peut quand même faire ça autrement. Il y a une ambassade. Oui, écoutez, si on a une ambassade, l'avantage, c'est que notre passeport fait aujourd'hui 6 ans. Mais si on a une ambassade, oui, il faut aller quand même réaliser le passeport. Moi, je crois qu'ils sont en train de vouloir déconcentrer. Parce que c'est une pièce, pour ceux qui ont vécu dans certains pays, c'est une pièce majeure. C'est une pièce majeure, mais que vous pouvez obtenir de façon frauduleuse rapidement. En quelques minutes, vous avez votre passeport. Alors que vous ne vous êtes même pas déplacé, vous n'avez même pas pris les empreintes, et puis on vous fait un passeport. Aujourd'hui, quand on commence par considérer votre pays, quand on dit appointement physique et que les gens pouvaient recevoir désormais leur pension par Momo, désormais on contrôle, on sait qui est qui n'est pas qui. Donc je crois qu'avec le temps, on va trouver un moyen pour permettre aux gens de ne plus descendre. C'est vrai que quelqu'un me disait la dernière fois, mais que lui, ça lui a fait plaisir de descendre parce qu'il y a longtemps qu'il n'a plus mis pied au pays. Donc, il peut revenir tous les 6 ans, renouveler son passeport, ça lui donne l'avantage de connaître le pays. Mais je crois qu'avec le temps, on va évoluer. C'est vrai qu'à ce niveau-là, il faut faire attention. Le passeport, c'est un document sensible. C'est très sensible. Et quand
quelqu'un qui n'a même pas la nationalité obtient le passeport de votre pays, tous les actes qu'il pose répondent de votre pays. Donc, cela répond de votre pays. Donc, moi, je dis toujours dans les réformes administratives, j'ai aimé cette affaire avec les retraités. Et je dis, ça, c'est bon. Ouais. Donc, il faut que ceux qui sont chargés de mettre en application ces réformes-là, parce que vous savez, là où vous réfléchissez pour trouver un remède, il y a des personnes futées qui trouvent des anti-remèdes pour dire, bon, nous, on peut contourner ces réalités-là. Et il y en a toujours. Il y a des gens qui ont été mis en prison pour cette affaire de Anip là, qui ont créé des réseaux parallèles pour établir... Et non loin même de la base de l'année postale. Oui, et qu'ils ont eu. Donc, c'est toujours qu'il y a de ces esprits malais-là. C'est pourquoi moi, j'ai dit le contrôle physique est très important pour qu'on puisse dire, lui, c'est Landry Breton, lui, c'est Valentin Adjiboutia. C'est vrai que ces réformes-là permettre aux Béninois d'évoluer, mais ça ne doit pas donner le droit aux techniciens de baisser les bras. Il faut que chaque jour, on puisse améliorer ce qui est fait pour qu'on rende fluide. Parce que les gens se plaignent que la connexion, c'est vrai que nous avons la fibre optique, mais il vous arrive parfois de ne pas pouvoir faire vos opérations par Internet. Et il y a des blocages. Donc, à ce niveau-là, il faut qu'on arrive aussi à rendre la connexion un peu plus fluide, pour qu'on ne dise pas que dans un pays où on a la fibre optique, on a encore des difficultés à se connecter. Donc le maillage au plan national reste encore à améliorer. Tout à fait. Forcément. Voilà. Il y a aussi, au-delà de la dématérialisation, la suppression du droit de grève, tout ça, ça a renforcé, n'est-ce pas, quelque part, l'administration. Vous savez ce que je dis quand on parle de droit de grève? Ceux qui sont au pouvoir savent, connaissent le degré de nuisance des grèves. Ils connaissent le degré de nuisance des grèves. Donc, ils se sont dit, si nous voulons travailler et avoir la paix, le premier réflexe, c'est de mettre fin aux différentes grèves perlées qui empêchaient, parce que... Mais Patrice Talon l'a justifié. Les grèves fantaisistes, il a justifié, il dit que ça permet, n'est-ce pas, d'avancer. Pardon, la suppression des grèves? Oui, c'est vrai que nous avons fait l'école publique. Moi, j'ai fait l'école publique. J'ai connu 2 années blanches. Donc, quand les grèves commencent, c'est du n'importe quoi. Mais est-ce qu'on devait supprimer ou on devrait... On devait... Non, le droit de grève n'a pas été supprimé. Non, c'est qu'on l'a recadré, mais pas supprimé. C'est vrai que sans depuis que ça a été recadré, personne ne l'a utilisé. Sans vouloir offenser les syndicalistes, certains en faisaient leur fonds de commerce. Disons les choses clairement. Les grèves fantaisistes, oui. C'est comme le mercredi rouge, le fameux mercredi rouge. Les gens faisaient leur fonds de commerce. Donc aujourd'hui... Ils ont commercialisé ça. Mais oui, aujourd'hui, c'est vrai que quand on a dit 10 jours de grève par année, bon, les gens n'en font plus. Mais c'est une façon d'empêcher les travailleurs de réclamer ce qui leur revient. Mais quand ils veulent marcher même le week-end, on a vu quand même des grèves qui ont été étouffées. Ça a été étouffé. Les syndicalistes arrêtés, vous vous rappelez la marche qui devait quitter l'Étoile Rouge pour la Bourse du Travail qui a été phagocytée. Vous savez, en fait, ils le font parce qu'ils veulent donner une certaine image du Bénin à l'extérieur. C'est comme quand les gens rentrent au Bénin, ils descendent à l'aéroport, ils trouvent que... Le Bénin est beau. Et j'ai dit non, le Bénin est beau, d'accord, mais le Bénin ne s'arrête pas à Cotonou ni à Porto Novo. Le Bénin aussi c'est Zivier, le Bénin aussi c'est Wassapenko, le Bénin aussi c'est Kérou, le Bénin aussi c'est Kouandé. Donc, il dit, il y a des avancées, mais il y a qu'à un certain niveau, les libertés par exemple. Vous savez, quand on parle de réforme, moi j'ai dit, la loi sur le numérique, ça c'est une loi qui ampute une bonne partie de nos libertés. Une bonne partie de nos libertés. On va y revenir certainement tout à l'heure. Donc il faut que dans ces réformes-là, il faut faire attention. Parce que le président qui vient, peut-être qu'il va revoir ça, peut-être qu'il va corser ça. Hein, comme mais en corsant, est-ce qu'on est toujours dans la démocratie? Ben, les gens vous diront, j'ai entendu des cadres, des professeurs de droit qui disent que la démocratie ne développe pas un pays. Mais j'ai dit, mais vous enseignez quoi à l'université aux étudiants? Parce que quand vous enseignez autre chose aux étudiants et que sur le terrain de la pratique, vous avez un comportement contraire à ce que vous avez enseigné aux étudiants, autant fermer la faculté de droit. Parce que je dis, ce n'est pas en privant les citoyens de leur liberté qui vous aideront à développer le pays. Parce qu'ils peuvent, même sans faire grève, s'ils veulent saboter, ils vont saboter. Nous avons vu maintenant aujourd'hui, par exemple, avec les nouvelles technologies, si les gens veulent saboter, ils vont saboter. Donc, il faudrait qu'on donne la possibilité aux gens de s'exprimer. Si vous êtes à la maison avec vos enfants et que vos enfants ne peuvent pas porter des critiques par rapport à ce que maman fait, papa fait, si les enfants disent, moi je ne mangerai pas parce qu'on refuse de m'écouter, que vous dites, bon, tu peux mourir, c'est que vous n'êtes pas sûr de consolider votre famille. Et je voudrais que les hommes politiques sachent que la grève, c'est un baromètre. Ça vous permet de savoir, est-ce que ce que je fais
est apprécié. Mais aujourd'hui, c'est l'omerta. On a obligé les gens au silence. Même entre collègues de bureau, les gens évitent de faire des commentaires parce qu'on ne sait plus qui est espion de qui surveille qui. Donc je voudrais qu'au niveau des libertés, c'est vrai que le président actuel ne peut plus rien faire, c'est la descente. C'est la descente. Donc il faut corriger. Et ça revient, toujours améliorer. Ça revient au Parlement. Moi je dis une chose, hein, on peut faire des propositions de loi comme des projets de loi. Ou des relectures. Et des relectures. Mais le tout, c'est entre les mains des parlementaires. Parce qu'eux, ils ont été élus pour nous donner les lois. Ils ne sont pas obligés de nous donner des lois liberticides. Ils doivent réfléchir si une loi arrive et que cette loi-là n'arrange pas le vivre ensemble, il faut dire non, il faut corriger cette loi. Mais je constate que, bon, les yeux fermés, on vote des lois, mais après on se rend compte que soi-même là, on est chicoté par la loi qu'on a votée. Landry Weton, oui, sur la même question. Non, je crois que par rapport aux libertés, c'est un sujet sensible. Hein, et lorsque nous prenons le droit de grève, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un droit qui a été recadré, même si cela ne satisfait pas forcément le désir de ces syndicalistes qui, hier, en faisaient leur fonds de commerce, des grèves fantaisistes, des grèves qui mettaient à mal le système éducatif, surtout cela, des grèves qui faisaient faire des morts dans les hôpitaux. Et je crois que le chef de l'État a essayé ceux qui légifèrent ont essayé de recadrer, ce n'est pas le chef de l'État, parce que le gouvernement ne peut faire que des propositions de loi. C'est aux députés d'avoir des projets de loi, c'est eux. Ils font les relectures, qui légifèrent, qui font tout ce qu'ils doivent faire. Et donc, ils ont recadré. Je dis, il y a c'est deux faces d'une même pièce. Hein. Ce qui n'est pas bon, va être soulevé. Mais nous soulevons ce qui est déjà positif, ce qui n'est pas bon, c'est que cette loi a été peut-être trop recadrée. Mais ce qui est important a été positif, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus se lever pour faire des grèves, alors que nous n'avions pas les moyens. Le citoyen lambda n'a pas les moyens peut-être d'aller dans une clinique UP, est obligé d'aller au CNHU, est obligé d'aller à l'OMEL, est obligé d'aller dans les hôpitaux publics de l'État. Et lorsque les médecins se mettent en grève, nous avions vu dans ce pays le nombre de cadavres de Maccabée qu'on sort de ces hôpitaux-là. Lorsque l'école est en grève parce que tel syndicaliste, telle centrale syndicale n'a peut-être pas touché le fond, n'a peut-être pas touché par le fond, n'a pas touché des objectifs, je crois que ils y mettent un peu trop de zèle, et ce qui fait que le programme est souvent escamoté de part et d'autre, et donc du coup c'est un peu plus compliqué pour l'école. Et donc je crois que l'un dans l'autre, au niveau des centrales syndicales, c'est un peu cela. Et l'autre, Moïse a parlé tout à l'heure de la loi sur le numérique. Pour moi, c'est la grosse plaie. C'est la grosse plaie qu'il faille peut-être, comment dirais-je, soigner, parce que cette loi-là sur le numérique fait beaucoup plus, selon moi, fait beaucoup plus de dégâts que cela nous fait du bien, surtout pour ceux qui sont des communicants, pour ceux qui sont dans les médias, pour ceux qui sont des activistes et tout le reste. Donc je crois qu'on peut, parce que aucune loi n'est éternelle. Et on peut faire une relecture de cette loi. On l'a implémentée déjà. Lorsque vous implémentez un système et que ce système a des écueils, je crois que la meilleure façon, c'est de reconnaître que ce n'est pas parfait. Encore qu'aucune œuvre humaine ne peut être parfaite, et retoucher, et pour que cela puisse avoir l'assentiment de la majorité. Mais quand tout le monde se plaint de ce qui ne va pas, je crois qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas à ce niveau. Donc je crois qu'au niveau des libertés, c'est un débat de tous les jours. Vous avez vu le classement de Reporters sans frontières, hein. Le Bénin qui était quand même las à ce niveau, le bon modèle, le bon élève, aujourd'hui à ce niveau que vous connaissez. Donc je crois que cela s'inscrit dans la logique de ce qui n'a peut-être pas forcément marché pour les deux quinquennats du président Patrice Talon. Et je voudrais dire, cette loi sur le numérique a vu des administrateurs de WhatsApp se mettre en prison. Et moi, j'ai gardé de cette loi. Vous savez, quand on dit administrateur, moi j'ai été administrateur d'un groupe WhatsApp où je me suis retrouvé à l'OSSC. Parce que quand moi je me lève le matin dans un groupe et que je vois 1200, 1500 messages, je ne les lis pas, je les supprime. Malheureusement, ce qui m'a sauvé, c'est que bon, je n'ai pas lu, je n'ai pas téléchargé. Parce qu'en tant qu'administrateur de groupe WhatsApp, j'ai été interpellé. J'ai été interpellé sur quelque chose que quelqu'un a publié que je n'ai même pas lu.
Vous imaginez quand on vous appelle à 9h que vous rentrez chez vous à 18h, qu'est-ce que ça fait? Mais dès que je suis rentré, je suis parti de ce groupe-là et puis c'est comme ça. Parce que ça décourage les initiatives. Quand on vous a cherché sur tous les plans, on ne vous trouve pas, on vous colle ça, quoi. Ça peut être une restriction des libertés. C'est une restriction des libertés. Donc je crois que on ne dit pas de ne pas légiférer, on ne dit pas de ne pas cadrer. Mais il faut faire ça dans les normes. Quand les gens pensent que c'est un rouleau compresseur, que vous déroulez contre eux, ça pose un problème. Ce n'est pas parce que les gens se taisent que forcément ils sont contents. Ils sont contents, mais ils souffrent dans leur chair. Parce que vous voyez, alors, tous d'autres cieux, si on n'avait pas interdit les marches, aujourd'hui certains peut-être sont au Louvre. Ils ont dit, mais si on n'avait pas interdit et cette loi, si on n'avait pas interdit les marches, lorsqu'on a mis la main sur moi, des gens peut-être auraient pris la rue pour me défendre. Mais malheureusement, cette loi empêche aujourd'hui quiconque de prendre la rue. La preuve, en temps, on a parlé de ligne rouge. On ne franchissait pas la ligne rouge. Donc j'ai dit, les lois que les gens ont votées, ça va se retourner contre eux-mêmes et ils vont oublier. Je vais vous donner un exemple sur la loi quand on dit que vous avez fait 20 ans force de sécurité et de défense, vous pouvez aller à la retraite. Le jour où on a sorti cette loi. Même les concernés ne savaient pas qu'une loi pareille existait. Et ceux qui ont voté la loi se sont rendus compte qu'ils ont des proches qui ont été emportés par cette loi. Donc je dis, quand on veut légiférer, il ne faut pas penser à soi. Il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Il faut toujours penser à la majorité de vos compatriotes. Et dans cette majorité-là, il y a votre famille. Parce que quand vous votez une loi et que les premières personnes à être touchées, ce sont les membres de votre famille, vous allez dire, mais tiens, quand est-ce que j'ai voté cette loi? Donc je voudrais que les gens désormais, s'ils veulent voter les lois, qu'ils cherchent à connaître les tenants et les aboutissants des lois. C'est comme la loi qui dit qu'à 70 ans, on ne peut plus être chef d'État, alors qu'à 70 ans, on a encore toutes les facultés pour bien gérer un État. Donald Trump en a plus de 80 et aujourd'hui, il gère les États-Unis. Donc, il va falloir réfléchir véritablement. À 40 ans, il faut avoir 40 ans forcément. Si c'était au Bénin, Macron ne serait jamais... Il faut se mettre à l'aune de ce qui se passe dans le pays. Est-ce qu'à 25 ans, on peut parce pas réfléchir pour gérer parce que le problème, c'est nous, dans certains domaines, on aime se référer aux grands pays, mais dans d'autres domaines, on se refuse à se référer à ces pays-là. Mais lorsque la mère patrie, c'est la France, je le dis comme ça, c'est le colonisateur. Alors que les gens continuent de marcher là-bas, alors que le président Emmanuel Macron n'avait pas 40 ans avant d'être le président de la République, pourquoi nous, lorsque nous copions en Afrique, de ce qui vient de la base de la pyramide est assez large. Voilà, je crois que cela ouvre le débat du toilettage des tests qui encadrent la République. Personne, en tout cas, personne n'est contre les réformes. Mais il faut que les réformes soient au service de ceux à qui on veut les appliquer. Parce que si on fait des réformes pour nous les citoyens et que nous-mêmes citoyens, nous ne comprenons même pas l'avantage de ces réformes-là, en Afrique, les 18-40 ans font la majorité. Ah oui? Les 18-40 ans, mais ils sont exclus. Mais ils sont chefs d'État. Ils sont exploités pour faire les campagnes électorales. Ils sont exploités pour occuper les chaises sous les bâches. Quand il y a meeting, lorsqu'aujourd'hui, un enfant à 15 ans a déjà le bac, il finit son cursus à quel âge? À 23, à 23, 24, à 25 ans maximum. Il est déjà apte pour participer au développement de sa nation. Les docteurs. Il y a des docteurs aujourd'hui qui sont à moins de 25 ans. À 25 ans qui sont docteurs. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas retoiletter, on ne peut pas toiletter ces tests? Parce qu'on les a implémentés déjà plusieurs fois pendant des années. C'est là le problème. Et je crois que quand nous allons rentrer dans la sphère politique, on reviendra sur cela. Aujourd'hui, on parle du code électoral, on parle du système partisan. On l'a implémenté. Donc, la loi que j'estime être la loi la plus dangereuse, c'est la loi sur l'embauche. La réforme de l'embauche. Votre patron, votre employeur ne peut pas vous payer au-delà de 9 mois. Mais dans la majorité des cas, c'est 3 mois, 3 mois. La plupart, même l'État paye 3 mois. Donc, vous voyez, si la loi sur le bail aussi. Si votre employeur se lève du mauvais pied, il a de mauvaises humeurs, il vous fout dehors de son entreprise, vous allez à la main d'œuvre. Si on est gentil avec vous, on vous donne 6 mois. Si on n'est pas gentil, c'est déjà calé, c'est 3 mois. Voilà, on va avancer dans ce débat. Là, la gestion rigoureuse des ressources de l'État. Est-ce que vous pensez qu'en cette matière, il y a eu quand même la crainte du gendarme? La gestion rigoureuse des ressources de l'État. Mais vous savez ce qui m'étonne?
Mais tous les jours, les gens vont en prison. Pour C'est ça que je ne comprends pas dans mon pays. Malgré toutes les lois, malgré toutes les lois, le système de contrôle. Il y a des gens qui se retrouvent régulièrement en prison. Je dis pas pour des détournements de 1000 francs. Non. J'ai dit, mais attends. C'est des détournements de centaines de millions. À Dovano, j'ai dit, mais c'est scandaleux. Oui, tout le système de contrôle qui est mis en place, tous les jours, vous voyez des gens qui vont en prison pour détournement du bien public. Qu'est-ce qui se passe? Vous pensez que l'assainissement a été fait au bas niveau, c'est ça? Non, vous savez, aujourd'hui, ou c'est la maîtrise. J'ai l'impression que les gens se disent que, bon, tout le monde peut voler. Tout le monde peut contourner le système. Mais aujourd'hui, on sanctionne mieux qu'hier. Oui, on sanctionne, mais est-ce qu'on ça n'empêche pas le si la sanction était à valeur pédagogique, on n'allait pas tout le temps continuer par présenter des gens. La criette. Voilà, de coups, détournement. C'est ça le problème. Est-ce que les sanctions-là ont valeur pédagogique? C'est ça. Parce que si on sanctionne tout le temps, il y a des dossiers dans lesquels on n'a pas sanctionné. S'habituer à la sanction, ça devient pour lui... Ben oui, si votre enfant sort tous les jours et vous le bastonnez, s'il va dehors, il dit, bon, si je rentre, on va me bastonner. Par conséquent, je peux faire 2 heures, 2 jours dehors. Si je viens à la conclusion, c'est comment me bastonner. Il faudrait que les punitions qu'on donne aux gens aient une valeur pédagogique. Mais je constate que tous les jours, quand vous allez sur les réseaux sociaux, on présente quelqu'un au procureur. On a présenté la dernière fois un policier qui a pris 20 000. Bon, des choses comme ça. Il dit, mais est-ce qu'on a... Pour moi, c'est qu'on avait déjà dépassé cette étape. C'est-à-dire que quand vous voulez toucher aux deniers publics, vous devez trembler. Quand vous voulez escroquer un citoyen, vous devez trembler. Au départ, il y avait cette peur. Mais ce qu'on reprochait au régime de Boni Yayi, c'est l'absence de sanctions, André Wetan. Non, je crois... On sanctionnait moins. Je crois que sur la question, on va faire très rigoureux. Je vais faire très rigoureux. Je dis, vous et moi, sur ce plateau ici, je ne sais pas trop. Moi, je n'ai jamais émargé au budget de l'État, par exemple, depuis que j'ai commencé par travailler dans ma vie. Et donc, je n'ai pas ce privilège d'être entretenu par l'État d'une façon ou d'une autre. Et lorsqu'on prend le régime Yayi, à toute comparaison, on prend le régime Yayi et le régime Talon, il faut reconnaître quand même, et cela est un point positif par rapport au traitement des salaires sous le régime Talon, et c'est ce qui écœure, c'est ce qui, pour moi, c'est de la cupidité. Lorsque vous étiez à 100 000 francs, et que l'on vous donne 150 000, 200 000 francs pour le même travail que vous faites, pourquoi c'est un peu comme nous sommes dans le cercle familial. Vous pensez que les fonctionnaires sont bien lotis? Non, je crois qu'ils sont les privilégiés de la République. Combien sommes-nous dans ce pays? 12 millions. Combien y a-t-il de fonctionnaires? Et la manne du pays, c'est à eux qu'on distribue, qu'on redistribue cela d'une façon ou d'une autre. Ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Ce n'est pas à moi, c'est ça la vérité. Le SMIC a été réévalué ou pas? Le coût de la vie aujourd'hui... Attendez, je prends juste un exemple dans la sphère familiale. Vous êtes père de famille. Vous dites, pour que vous ne volez pas de l'argent dans la maison, vous aviez 100 francs, vous avez 200 francs comme petit déjeuner. Désormais, c'est passé à 500 francs. Au nom de quel principe l'enfant doit continuer à voler dans la maison? Vous pensez que les fonctionnaires béninois sont bien lotis? Non, ça peut ne pas être bien loti. Mais je crois qu'il y a eu des avancées par rapport au management des salaires sous Yayi et sous Talon. Il faut oser le dire. Ça peut ne pas être des salaires, ce qu'on veut. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu quand même si la vie continue d'être un peu plus chère, il faut reconnaître que le gouvernement n'était pas obligé de le faire. Mais le gouvernement l'a fait. Et c'est pour ça que je me pose la question, pourquoi on doit être obligé? Et lorsqu'il veut voler, c'est ce qui doit être réparti à plusieurs personnes. L'argent qui doit servir à nous fournir, nous, de l'eau, à nous fournir de l'énergie, à amener nos enfants dans les hôpitaux pour avoir les soins primaires. Mais c'est cet argent-là qu'un individu, là, lui seul, s'arrache. Non, mais écoutez, c'est ça qui fait froid dans le dos. Et je dis, je ne comprends pas. Si ce n'est pas de la cupidité, dites-moi ce que c'est. Pour moi, c'est de la cupidité. On veut grandir tout de suite. Et on veut rouler carrosse. On veut avoir la bagatelle. On veut, parce qu'on est à un poste de choses là. Et quand vous voyez, c'est des gens qui au fait, c'est-à-dire, ils font rien avec l'argent au finish. Qu'est-ce qu'ils font? Ça multiplie les vices, hein, et ça multiplie juste les vices. Et donc, je crois que dans ce secteur, le gouvernement a fait un effort. On a mis les balises, mais comme il y a des esprits malins, il y en a qui savent échapper au système, ils sont conscients
que cela pourra les rattraper. Mais ils se disent, ils prennent le risque de le faire, advienne que pourra. S'ils sont rattrapés, tant mieux. S'ils ne sont pas rattrapés, c'est qu'ils seront les riches de demain. Aucune richesse de cette façon n'a jamais accompli. Où voulez-vous oui? Que les Béninois trouvent l'argent pour aller acheter vos villas et payer 300 000 francs par mois? Ok. J'ai dit... Vous n'avez pas souscrit à cela. Je n'ai pas souscrit à cela. Je vis en fonction de mes moyens. C'est de la cupidité de croire que tu ne peux pas faire et tu t'engages. Landry, quand on veut construire des logements sociaux, oui, à mon avis, on tient compte du salaire. Du fonctionnaire moyen. Du fonctionnaire moyen. Quel est le salaire du fonctionnaire moyen aujourd'hui? Quand vous sortez les salaires politiques, oui, je mets ce fonctionnaire-là au défi de me dire qu'il va acheter la maison de Guadeloupe. Parce que le problème, c'est quoi? Tout le monde prend son salaire. Je suis d'accord que le gouvernement paye les salaires. Mais sur le marché de la consommation, moi, j'habite une zone où je suis obligé de me lever à 2 heures. Pour prendre de l'eau. Pour prendre de l'eau. Mais quand la facture vient, elle est salée. Je suis dans une zone où pas... Et là, nous sommes à Cotonou. Je suis à Cotonou et parfois je manque de courant. Mais quand ma facture arrive, ma facture est salée. Mais quand je vais faire de la réclamation, on me dit, vous payez d'abord. On verra après, on ne voit jamais. On ne voit jamais. Donc j'ai dit, prendre l'argent dans la caisse de l'État, ça pose un problème d'éducation. Mais c'est ça, j'appelle de la Et ça pose un problème d'éducation. Mais il est arrivé que des gens ont pris, on ne les a pas chicotés comme cela se doit. Le gars dit, mais si t'entends plus à prier que on lui a trouvé des situations atténuantes. Moi, mais je peux voler. D'accord, mais parce que j'ai dit aujourd'hui, moi j'ai dit avec tout ce qu'on a mis, quand on dit criette, c'est que les gens doivent avoir peur. Absolument. Mais j'ai constaté qu'il y a des personnes futées qui osent prendre encore l'argent dans la caisse de l'État. Écoutez, dans certaines structures de la place, dans les centres de santé, vous devez payer à la caisse. Mais parfois, quand vous venez, il y a du monde à la caisse. Et vous allez tellement de monde à la caisse. Et quand vous allez, on vous dit, vous payez là, vous ne prenez pas la facture. Parce que quand on paye à la caisse, vous avez la facture. Vous avez un code. Et quand vous venez, vous communiquez le code, vous dites, moi, Valentin Nigotia, c'est mon code. Donc, ça permet au système de contrôle. Mais quand vous êtes pressé que vous n'avez pas pu payer, et que vous finissez les soins, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Hein? On vous dit, écoutez, aujourd'hui, c'est compliqué. Non, non, on vous dit, donnez, on va payer pour vous. Vous ne payez pas, vous revenez, vous n'avez pas la facture. Si vous-même vous faites prendre dans cette pièce. Non, je crois que sur la question, le moment, c'est quoi? Vous avez parlé des logements sociaux. Moi, je dis une chose. Il faut qu'on avance. Je vais demander aux parents. Il faut apprendre à vos enfants à se contenter du minimum. Et je dis, moi, je suis enseignant, je dis à certains parents, bien que vous ayez l'argent, il faut apprendre à vos enfants qu'on peut rentrer un midi et délayer. Comment on peut aller à l'école sans... C'est pas parce que je suis millionnaire que quand mon fils me dit, papa, j'ai besoin de 50 000, je mets la main dans la poche et je lui donne les 50 000. Il faut apprendre à l'enfant que la vie n'est pas une ligne droite. Mais quand vous n'avez pas appris à votre enfant que la vie peut avoir des courbes et que la vie évolue toujours en ligne droite, le jour où il va trouver les courbes, c'est qu'il faut qu'il trouve une solution pour régler ça. Et quoi, c'est de loucher du côté de la caisse de l'État ou c'est de loucher du côté d'un autre et détourner de l'argent. Donc, il faut qu'on appelle nos enfants pour dire, tu peux avoir de l'argent lundi et manquer d'argent mercredi. Absolument. À manger du haricot alors qu'on a beaucoup de choses là, à lui offrir, on peut lui donner du Il n'y a rien, pour moi, il n'y a rien qui peut justifier que l'on détourne les données de l'État. Voilà. Parce que l'autre exemple, pour finir rapidement, hier, à combien étaient les directeurs des sociétés d'État? Allez-y voir un peu leur salaire. À combien ils sont payés les députés dans ce pays et ceux qui sont dans les directions machin, combien ont-ils comme salaire aujourd'hui par rapport à hier? Et donc, si un défaut a été fait par le gouvernement, pour moi, il n'y a pas de raison. À ce que même lorsqu'on prend l'éthique même de la personne, mais l'éducation même qu'on nous donne, vous ne pouvez pas aller prendre ce qui appartient à tout le monde et distraire les ressources de l'État. Ça veut dire qu'il y a un problème. Non, il y a un problème. Mais c'est un problème d'éducation. Alors, on va avancer dans ce débat. Hein. On ne peut pas faire ce débat sans parler de la réforme du système partisan. Lorsqu'on parle de la réforme du système partisan, tel qu'implémenté aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'avec cette réforme-là, le Bénin est prêt à sortir de l'ornière? Non, on n'est pas prêt à sortir de l'ornière. Quelle appréciation faites-vous alors de la réforme du système partisan? Non, on a ce système. La réforme du système partisan, on l'a implémenté déjà. Le premier objectif, c'est de faire de grands regroupements. Et ça a été fait, mais on n'est pas toujours resté dans l'esprit de ces réformes-là.
Parce que vous voyez qu'aujourd'hui déjà, vous avez suivi mon regard ce week-end, j'en ai vu encore un de ces partis politiques qui a été créé, mis sous les fonds baptismaux, avec Richard Boni, et voilà, il est dans sa logique, mais ce n'est pas forcément une logique qui sous-tend l'esprit même du système partisan. À cette allure, on va se retrouver bientôt avec autant de partis politiques. Justement, et donc ça veut dire qu'on revient à la case départ. Et ce que j'étais en train de dire, lorsque vous avez mis un système en place, que vous l'avez implémenté, aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a quand même des ratés, il y a des écueils au niveau de ce système partisan. Comme le dit, asseyons-nous, discutons, trouvons les portes de sortie pour régler ce problème, que de laisser les brèches et que ça s'infiltre. Ce n'est pas possible. Quoi qu'on dise aujourd'hui, ces réformes-là doivent être revues dans le fond, pour qu'on puisse s'adapter, pour qu'on puisse s'ouvrir à d'autres choses. Dans les autres pays, les États-Unis qui restent quand même la plus vieille démocratie au monde, quelle que soit votre obédience politique, vous êtes toujours d'un bord ou de l'autre. Même si vous voulez vous faire écologiste ou je ne sais pas quoi, vous êtes toujours rattaché dans vos idéaux à un. Mais aujourd'hui, on a voulu le faire. Ça fait partie des acquis du président Patrice Talon et de son régime. Malheureusement, tout le monde n'a pas porté cela. Aujourd'hui, je ne voudrais pas jeter une pierre dans le jardin de Alphonse Moïse Soudé pour dire que le président Adrien Mbedi est en train de fouler au pied peut-être ces réformes parce qu'il s'entend dire qu'il souhaiterait quitter ce grand ensemble qu'est l'Union progressiste, le renouveau. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je n'en sais rien du tout. Mais comme lui, il est dans le secret des dieux, il pourra nous dire. Et dans ce cas, ce n'est pas forcément pour donner du poids à ces réformes-là, mais il faut, selon moi, s'asseoir et dire, nous avions implémenté, qu'est-ce qui n'a pas marché, même dans le cercle familial. Lorsque vous imposez de vous faire des réformes dans la maison et que vous sentez et que cela ne porte pas les fruits et que cela n'apporte pas les résultats, vous pouvez vous asseoir avec les enfants, avec votre épouse et vous discutez. Ah, ça là que nous avons fait, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que nous allons faire? Je crois que à l'image du cercle familial, on peut toujours se rasseoir et parler. Ce n'est pas la seule réforme qu'il faut retoucher. Il y en a dans le pays, mais ça principalement, ça joue sur la sphère politique. Moïse Soudé, la réforme du système partisan, ce n'est pas trop tôt. Ce n'est pas tôt de l'apprécier. Et comment les Béninois viennent-ils en politique? Moi, je vais partir de ce postulat-là. Comment viennent-ils en politique? Et pourquoi viennent-ils en politique? Est-ce que ce n'est pas conviction ou bien par intérêt? Parce que c'est là le problème. Pas cooptage. C'est ça, ou bien à la recherche de prébendes, à la recherche de postes politiques, on vient en politique. Parce que si vous n'êtes pas un homme de conviction et que vous venez en politique, tout ce qui ne touche pas vos intérêts ne vous intéresse pas. Moi, je dis, on a mis en place les réformes du système partisan. Ok, c'est bon. Après un temps, il faut s'asseoir, il faut faire l'état des lieux. Dans l'application des différentes lois votées dans le cadre de ces réformes-là, où en sommes-nous? Il faut que le débat soit posé et que les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale se disent, mais vu ce qui est dit par rapport aux réformes, écoutez, en 2021, on a dit que c'est les partis politiques qui proposent les candidats à la présidentielle. On a vu ce que ça a donné. Donc je dis, il faut d'abord, au sein des partis politiques, est-ce que les réformes-là sont respectées, sont appliquées au sein des partis de la mouvance trouvent que la réforme, elle est très bienvenue et tout fonctionne bien à l'intérieur. En quoi ça vous étonne que les partis de la mouvance disent que la réforme marche très bien? Parce qu'ils soutiennent l'action du gouvernement. Mais je dis, au-delà de la partisanerie, de la courtisanerie, il faut qu'on s'asseye pour dire, mais ces lois-là qui encadrent la réforme du système partisan, où en sommes-nous? S'il y a des points corrigibles, il faut les corriger. Aucune loi n'est parfaite. Mais c'est à l'époque du temps qu'on essaie de corriger les lois. Mais quand on refuse de les corriger, écoutez, regardez le code électoral. Le code électoral. La dernière fois, j'ai dit, les tests de la CEDEAO disent, à 6 mois des échéances, on ne touche plus aux tests. Et quand vous fouinez un peu, personne n'a envie de toucher aux tests. Mais c'est quand ça va faire bang-bang, quand ça va faire bang-bang, comment on va se mettre à parler? Je dis, on a déjà expérimenté tous les tests.
le cours de la Constitution, on a fait plusieurs élections, on a vu les conséquences. Qu'est-ce qui nous empêche de nous asseoir pour dire, maintenant, après avoir expérimenté ces tests-là, on a vu qu'il y a des points d'ombre, il y a des handicaps, il y a des anicroches. Pourquoi ne pas les nettoyer? Parce que les gens pensent aux intérêts de l'heure. Ça a été revu comment? Ils pensent aux intérêts immédiats de l'heure. Vous allez voir, ceux qui sont de la mouvance aujourd'hui, quand demain ils vont passer dans l'opposition, vous allez voir le discours qu'ils vont tenir. Parce qu'en temps ils étaient dans l'opposition. Et quand ils sont venus dans la mouvance, ce qu'ils ont dénoncé tout le temps, c'est ça qu'ils sont venus faire. Et quand ils vont passer ils vont passer à l'opposition, on va leur appliquer la loi qu'eux-mêmes ils ont votée, ils vont trouver que cette loi-là, c'est dur, c'est liberticide, c'est prisogène. Il faut copier. J'ai dit, si on ne fait pas attention, les députés, quand je le dis, ils ne sont pas contents. Mais s'ils ne savent pas faire, tous là, ce code-là va les balayer. Ils ne reviendront pas. Ils n'ont qu'à relire le code qu'eux-mêmes ils ont voté. Et ils sont bien conscients de cela. Et depuis nous les exhortons à réviser le code, mais ils ne veulent pas. Ils n'auront leurs yeux que pour pleurer. Alors, lorsqu'on parle toujours de ces réformes, hein, aujourd'hui, il y en a qui pensent qu'il faut également, au-delà du code électoral, revoir le système électoral en lui-même. Comment vous l'appréciez, le système électoral? Moi, je commence par... Les organes, les institutions. Moi, je commence même par d'abord. Ouais. Parce que là, la réforme a pris par là aussi. Oui, regardez. Ouais. On a un Sénat qui a 2 organes. Maintenant qui gère. C'est ça. Il y a des gens qui savent que ce n'est pas bon. Mais comme aujourd'hui, ça les arrange, ils veulent qu'on maintienne le statu quo. C'est ça, regardez comment... Personne ne sait comment on confectionne les listes, que ce soit au niveau des municipales, au niveau des législatives. Personne ne sait. Personne ne sait. Et personne n'en dit rien. C'est grave. On dit, quand on vote, tout se passe, on ne comprend rien. Mais tant que ça profite à des gens, c'est ça la réalité politique. Si je suis là, que ce qu'on fait me profite à moi et à mon parti politique, c'est le blackout. C'est quand je sors du système et que je vois que, là, c'est pas bon, que je commence par que je dis, il faut que les hommes politiques s'asseyent pour dire qu'on soit de l'opposition de la mouvance, qu'est-ce qu'on peut arranger dans la réforme du système partisan. Parce que c'est le Bénin qui évolue. On a dit la réforme du système partisan permet de limiter les partis politiques. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 15 partis politiques. Est-ce que nous avons 15 philosophies différentes, philosophies politiques différentes? Est-ce que c'est 15 idéologies différentes que nous avons? Regardez, prenez les tests. Vous allez voir que les tests se retrouvent par endroits, mais pour des intérêts égoïstes, on veut être soi-même parce qu'on cherche le pouvoir pour soi. Vous avez vu, il y a des partis politiques qui ont disparu parce que c'est limité à une seule personne. On ne connaît jamais les autres membres du parti politique. Suivez mon regard. Sacré Moïse Soudé. Des partis politiques qui ont disparu. Oui, qui ont disparu. C'est limité à une personne. Oui, là où est-on aujourd'hui? Hein? Est-ce que vous pensez que cette réforme du système partisan peut, en l'état, nous permettre d'aller loin? Non. Que faut-il faire? Si c'est une question fermée, je vous dis non. On ne pourra pas vraiment avancer. Et c'est ce que Alphonse Moïse Soudé disait tout à l'heure. On est conscient, même ceux à qui on applique cela dans le fond, parce que nous ne sommes que des électeurs. Voilà, bon, ceux qui en juste véritablement, ils savent que ce n'est pas pour longtemps cette histoire. Alors la Sénat tel que confectionné maintenant, est-ce que ça permet d'avancer? On a un conseil. Je ne dirais pas une Sénat bicéphale, mais bon, dans le fonctionnement, c'est un peu comme cela. On a des directions qui s'occupent des élections, il y a peut-être des conflits d'attribution. Bon, on attend de voir comment tout cela va être géré, pourvu que cela puisse servir la République. Mais, dans la forme, je ne crois pas que l'on puisse réellement avancer. On est tous conscients, quand viendra l'heure peut-être du bilan ou l'heure du bang-bang, comme l'a dit Alphonse Moïse, on va s'asseoir, on va discuter, mais pourquoi laisser la situation pourrie avant de vouloir discuter? Alors qu'on a le temps maintenant. Nous avons encore un délai, nous avions encore 2 mois. On a déjà lors de l'élection. Ce n'est pas toujours facile. On a la loi interprétative. Quand on élisait les maires, c'est parce que les maires souhaitaient n'ont pas été élus. On commençait par être bottés à la touche. Et rapidement, parce qu'il y a des maires élus et des maires nommés. Est-ce que c'est au cours du match
qu'on appelle l'arbitre pour changer les règles du jeu. Parce qu'à un moment donné, les règles que vous avez édictées vous-même ont commencé par vous déranger. Vous appelez l'arbitre nuitamment et vous corrigez, vous changez les règles du jeu et vous instaurez une nouvelle règle qui vous arrange au détriment des autres. C'est ça, en réalité, pourquoi on attend qu'il y ait problème avant de vouloir corriger les lois? La loi interprétative, c'est extraordinaire. Moi, les gens vont trouver que je suis péremptoire. Mais le chef de l'État, avant de partir, il va balayer l'Assemblée nationale, il va mettre de nouvelles têtes, il va mettre de nouveaux visages. Que les députés m'écoutent bien, parce que tel que ça se passe, bon, les gens se taisent, et la seule chose qu'ils savent faire quand vous sortez du studio, c'est qu'ils prennent votre téléphone pour vous raconter des conneries au téléphone. Mais eux-mêmes, ils savent que ce que vous dites, c'est bon, mais ils ne peuvent pas parler. Comment je suis député à l'Assemblée nationale, et depuis que les gens montent au créneau, les hommes politiques, les sociologues, les politologues, les hommes de droit montent au créneau pour dire, ce code-là, il y a problème. Pourquoi il ne peut pas s'asseoir pour dire, si tout le monde en parle, c'est que forcément, il y a, même si c'est un petit problème, il y a un problème quelque part. Qui parmi eux osera lever le doigt pour le faire? Alors, malheureusement, c'est ça le problème. En tout cas, il va falloir peut-être qu'on commence par amorcer la descente, parce que là, on est à 3 minutes de la fin. Aujourd'hui, lorsque vous prenez donc toutes ces réformes-là, de toute façon, il y a quand même eu des évolutions. Oui, je dis... ça a permis de renouveler la classe politique, par exemple. Ce qui aurait fait mal aux Béninois, c'est que le président Patrice Talon fasse moins que Boni Yaye. Ça aurait fait mal aux Béninois. Parce qu'il est venu pour mieux faire que Yaye Boni. Et l'autre a dit que c'est l'intrus qui connaissait la maison. Celui qui va remplacer Patrice Talon a l'obligation de faire plus que Patrice Talon. Donc, chaque président vient, il écrit une page de notre histoire. Mais je dis, il y a de bonnes choses, comme il y a des choses mal faites. Maintenant, ce qui m'étonne, et je vais chuter par là, à quelques mois de la descente, on ouvre des chantiers à gauche et à droite. C'est une mauvaise chose en soi. L'État a une continuité. Mais non, quand vous ouvrez les chantiers, et si l'autre, à son arrivée, trouve que les ressources, il y a d'autres priorités, on va plus les ressources. On va en faire des éléphants blancs. Moi, j'aurais aimé on commence par que l'on finisse, rationalise. Que l'on finisse bien ce qu'on a commencé, que d'ouvrir des chantiers un peu partout et que celui qui va arriver a dit, là, lui, ce n'est pas sa priorité. Sa priorité ailleurs, il abandonne les chantiers sous prétexte qu'il n'a plus de ressources pour continuer. Mais quand vous êtes à 1 an de votre descente, n'ouvrez plus de grands chantiers. Ok. Landry Weton, il y a quand même moins de surenchère au niveau des partis politiques. À l'Assemblée, il n'y a plus de mallettes qui circulent, notamment, et tout le reste. Donc, non, il n'y a plus de mallettes. Parce que on connaît la tendance au niveau de l'Assemblée nationale. On sait qu'il n'y a plus, il n'y a que 2 ou 3 partis. Et donc, tout est fermé, les ventes sont fermées à ce niveau. Vous ne pouvez pas dégoter quelqu'un des démocrates pour l'envoyer au niveau du BR. Et donc, quelle transaction peut-il y avoir à ce niveau? Alors, je crois que ça assainit quand même à ce niveau. Besoin moins, mais on aurait souhaité quand même qu'il y ait un certain multipartisme au niveau de l'Assemblée. De façon ostentatoire. Bon, voilà, si vous le voulez comme ça, et je ne voudrais pas utiliser le mot. Mais donc, moi je voudrais juste chuter parce que Alphonse Moïse Soulé a dit, et lorsque vous êtes en train de finir un mandat, il ne faut pas ouvrir de grands chantiers. Je crois qu'au-delà du langage populaire qui se dit que l'administration est une continuité, l'État est une continuité, il faut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et ce qui se fait de mieux. Ce que la Chine doit être dans ses 50 ans, les Chinois savent. Aucun président ne peut venir faire autre chose que ce qui a été tracé. Vous êtes démocrate, vous êtes républicain aux États-Unis. Ce qui participe au développement des États-Unis est là. C'est-à-dire que ce qu'il y a de cher, ce qu'il y a de précieux, personne ne vient inventer la roue lorsqu'on devient président de la République. Malheureusement, chez nous, nous sommes dans l'éternel recommencement. Un président vient, Toussou Yahi n'a pas été mauvais, je l'ai toujours dit. Pourquoi a-t-on balayé cette histoire des boutiques témoins de l'ONASA alors que cela aurait pu permettre au gouvernement de... On a annulé plusieurs décrets. Aurait pu permettre de juguler la crise économique où le maïs a été, et tout est parti au Nigeria, tout est parti dans les autres pays limitrophes. On aurait pu régler. Toussou Yahi n'a pas été mauvais. Toussou Talon n'a pas été rose, tout n'a pas été mauvais non plus. Que celui qui va venir s'inspire de ce qui a été bon, bien fait, surtout les infrastructures. Et lorsqu'on vient, que les ressources aillent peut-être pour finir ce qui a été fait, et que c'est vrai, et que le président Talon ne nous laisse pas aussi beaucoup trop d'éléphants blancs.
Parce que quand il va partir, ce n'est pas évident que celui qui va venir... Ce sont les mêmes chantres qui diront bon. Parce que ils changent juste de choses là. Quand on dit pain, on dit pas. Bon, ben, c'est la même chose. Hein, on a l'avantage quand même hein, de ne pas avoir d'éléphant trop blanc ici, hein, sous le règne de Patrice Talon. Et ça, c'est un avantage certain. C'est après son départ qu'on le saura. On verra bien. De toute façon, nous sommes au Bénin, nous apprécions tout ce qui se passe. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Free Speech. On espère hein, qu'on a pu faire ce qu'on peut. On n'a pas terminé avec ce sujet sur le bilan de Patrice Talon. À coup sûr, on va continuer sur d'autres chantiers pour permettre, n'est-ce pas, de décortiquer l'ensemble des différents projets qu'il y a eu, et donc apprécier les 9 ans de gouvernance Patrice Talon. Et d'ici là, portez-vous bien.